J'aurais OK. juste une question. Donc, aujourd'hui, le, but du cours, Allô? c'est, donc de vous présenter, la notion de thèse, philosophique et d'essayer de voir comment est-ce qu'on travaille sur une thèse philosophique. Hein, donc comme je vous l'ai déjà dit au début de l'année, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est de faire la philosophie, le comprendre par étapes, en essayant d'examiner les différents éléments, qui, constituent la démarche philosophique et ensuite d'essayer de rassembler tout ça pour se demander comment on fait une dissertation philosophique. Ellie, vous avez une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui? C'est juste pour savoir quelle est la différence concrète entre thèse et hypothèse? Alors, merci, hein, pour cette question. Donc je vais essayer de définir, la thèse là dans le cours. Donc je vais y revenir. D'accord. C'est une bonne question parce que je suis pas sûr que je l'ai, traité dans mon PowerPoint, mais c'est effectivement une question importante. Donc, voilà, je vais répondre dans 2 minutes. Peut-être que si vous avez une question, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être quand même, je crois que le mieux, c'est que vous, disiez question, par exemple, ou parce que là, surtout quand il va y avoir le PowerPoint, je ne vous verrai plus. Donc, je ne pourrais pas, vous interroger si, je ne verrai pas vos mains levées ou je ne verrai même pas le chat. Voilà, alors, donc, je vais partager mon écran. D'abord, je vais réduire, admettre, je crois qu'il y a un message. Ah oui, donc, Léa demande si je vais mettre la critique de la raison pure, de Kant en PDF. En fait, vous pouvez la trouver, hein, sur internet très facilement. Donc, je ne vais pas le faire moi personnellement, mais, voilà, je crois que si vous allez sur Wikipédia, critique de la raison pure, enfin Wikipédia, il faut toujours enfin ce qu'il y a de plus intéressant dans les pages Wikipédia, c'est les références qui sont, en bas des articles. Et donc là, où on vous envoie vers des sources. Et là, si vous prenez critique de la raison pure, dans, voilà, dans Wikipédia, bah, vous allez, trouver la critique de raison pure en entier. Mais je vous conseille quand même, si vous pouvez, de l'acheter parce que c'est vraiment, le livre, fondamental, philosophie. Enfin, c'est un livre qui coupe l'histoire de la philosophie en 2. Enfin, il y a Platon et Kant, bon, peut-être Descartes si on veut, mais, voilà. Alors, donc je partage mon écran. Donc je réduis. Ça, ça marche pas très bien. Voilà. Alors, donc, l'objectif, c'est d'essayer de savoir, ce que c'est travailler une thèse philosophique. Hein, donc pour moi, le mot «travailler» est ici très important, parce que quand on fait de la philosophie, ben, on fait un travail, alors pas au sens forcément professionnel du terme, mais au sens artisanal du terme. On a un matériau et ce matériau, bah, il faut, le travailler comme, l'artisan travaille, la glaise ou voilà, c'est vraiment enfin, on est aussi des sortes d'artisans, il faut acquérir des savoir-faire. C'est pas faire de la philosophie, c'est pas simplement, discuter, c'est aussi avoir, un tour de main et donc faire un travail, apporter quelque chose. D'autre part, c'est important aussi pour moi cette notion de travailler, dans la mesure où pour que les philosophes soient utiles dans la société, bah, il faut qu'ils apportent quelque chose aux autres et donc il faut qu'ils fassent quelque chose que les autres ne peuvent pas faire et du coup, ou n'ont pas le temps de faire et du coup, c'est important que si on fait de la philosophie, bah, on se conçoive aussi comme essayant d'apporter quelque chose, à la société dans laquelle on est et ça implique de savoir, faire un travail, hein et de donner quelque chose aux autres. Alors, voilà, donc d'abord, j'aimerais faire une série de distinctions pour essayer de me demander ce que c'est une, thèse et alors ensuite, je me poserai la question de savoir ce que c'est une thèse philosophique. Donc peut-être que je vais commencer par la question d'Élie, quelle est la différence entre une thèse et une hypothèse? Alors, une thèse et une hypothèse peuvent être parfois la même chose, simplement hypothèse, ça s'oppose à, axiome ou à théorème ou à affirmation certaine. Donc une hypothèse, c'est quoi? C'est une thèse dont on n'est pas certain. C'est une thèse qu'on affirme sans savoir si elle est vraie ou fausse. Ah donc, hypothèse et thèse, c'est à la fois, ça peut être à la fois la même chose, mais parfois c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours la même chose et la définition n'est pas la même dans la mesure où une thèse, c'est simplement une affirmation. Une hypothèse, c'est un type d'affirmation, c'est une affirmation dont on n'est pas certain ou pas certaine et qu'on affirme pour la tester.
Donc, une thèse, elle peut être une hypothèse, mais elle peut être aussi un axiome, elle peut être aussi un théorème, elle peut être aussi un dogme, elle peut être aussi une affirmation dogmatique, elle peut être aussi la conclusion d'une démonstration. Donc, il y a beaucoup de sortes de thèses, et l'hypothèse, c'est une sorte de thèse. Voilà, donc c'était une première distinction que j'aurais dû indiquer là dans mon PowerPoint, mais à laquelle je n'ai pas pensé. Alors, Excusez-moi monsieur? Monsieur, vous oui, m'entendez? oui, oui, je vous entends, Mais, Isaac. apparemment Ellie il a buggé du coup, il a pas entendu votre, réponse. Son Zoom, il a buggé. Ah, d'accord. Attendez, alors je vois qu'il y a des gens qui sont en salle d'attente. Je vais essayer de les mettre, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que quand j'utilise le partage d'écran, je ne vois plus rien après. Alors, hop. Voilà. Alors, j'espère que ça a marché. Voilà, donc qu'est-ce qu'une thèse philosophique? Donc j'ai distingué la thèse et l'hypothèse. Ah pardon, qu'est-ce qu'une thèse? Donc j'ai distingué la thèse et l'hypothèse. Il faut distinguer la thèse et une définition stipulative. Qu'est-ce que c'est une définition stipulative? C'est des moments où on dit ce qu'on entend par un mot. Par exemple, je peux dire par thèse, j'entends le fait de faire une affirmation. Ça, c'est pas une thèse, parce que ça vous indique simplement comment moi, je vais utiliser le vocabulaire. Par contre, si je vous dis par thèse, les philosophes entendent une affirmation, là, c'est une thèse, parce que je n'indique pas simplement la manière dont je parle, je décris quelque chose qui est extérieur à moi. Donc, on reviendra sur cette définition, on fera tout un cours sur les définitions, hein. Donc, il faut distinguer aussi thèse et question. Alors là, je n'ai pas tout à fait respecté la règle que j'ai donnée, c'est que là, c'est une citation, c'est que si la phrase «la mort n'est-elle pas la continuité de notre vie?» en fait, ce n'est pas une thèse. Pourquoi? Parce que c'est une question. Donc pour le formuler comme thèse, il faudrait dire: «La mort est la continuité de notre vie» et là, vous avez une thèse. Donc il faut vraiment bien distinguer thèse et question. Une thèse, en fait, c'est la réponse à une question. Donc si vous dites, «La mort n'est rien pour nous», la thèse que défend Épicure, une des thèses que défend Épicure dans la Lettre à Ménécée, la question qui se pose, c'est: est-ce que la mort est vraiment quelque chose? Si vous demandez la thèse sur laquelle tous les hommes naissent libres et égaux, c'est la réponse à la question: est-ce que les hommes, les humains naissent libres et égaux? Donc chaque thèse est liée à une question, mais il faut distinguer la thèse et la question. Pourquoi? Parce qu'une même question peut donner lieu à plusieurs thèses. Donc on peut en un sens concevoir une thèse comme une réponse à une question. D'où la distinction. Il faut également distinguer une thèse et un argument. C'est-à-dire que dans certains cas, quand vous m'avez donné des thèses, vous m'avez en plus donné des arguments. Donc vous m'avez donné trop de choses. C'est-à-dire il y avait l'affirmation et puis ensuite la justification. Donc l'argument, il est aussi lié à la thèse comme la question, mais ce n'est pas ce à quoi la thèse répond, c'est ce qui montre que la thèse est vraie, l'argument. Donc thèse et argument sont liés et distincts. Il faut aussi distinguer une thèse et une demande. C'est-à-dire que quand on utilise le langage, ou quand on répond à une question, toute réponse à une question n'est pas une thèse. Donc quand j'ai dit que la thèse était la réponse à une question, c'est trop général. Il y a des réponses à des questions qui ne sont pas des thèses. Par exemple, si je vous demande: «Est-ce que tu veux manger des haricots verts ce midi?» Vous me dites: «Oui, j'ai envie de manger des haricots verts ce midi», ce n'est pas une thèse. C'est l'expression d'un désir ou d'une demande. Donc il faut distinguer aussi expression d'un désir, formulation d'une demande et puis thèse. Alors, quelle est la distinction? Je vais peut-être voilà, ici préciser. Donc une thèse, en fait, c'est une affirmation et c'est une affirmation qui est soit vraie, soit fausse. Donc c'est une affirmation qui est soit vraie, soit fausse. Contrairement à une question, si vous dites «Je veux que tu me passes le sel», c'est une demande qui n'est ni vraie ni fausse, enfin, en tout cas en première lecture. C'est-à-dire que le but de la question,
enfin de la demande, c'est de vous faire agir. Par contre, le but d'une thèse, c'est d'écrire le monde, d'écrire la réalité. Et donc le but d'une thèse, c'est qu'elle soit vraie ou fausse, d'où l'existence de thèses en philosophie, puisqu'en philosophie, on cherche la vérité. Ensuite, oh pardon, il y a une faute de frappe, hein, c'est une affirmation qu'on soutient par des arguments, une thèse. C'est une affirmation qui est vraie ou fausse et on les soutient par des arguments, et les arguments servent à montrer que la thèse est vraie ou fausse. Alors, qu'est-ce qu'une thèse philosophique? Bah, pour ça, je rappelle juste ce à quoi on est arrivé la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a vu que la semaine dernière, la philosophie, c'était une enquête sur les essences. Donc, c'est une thèse philosophique, c'est une thèse qui porte sur une essence, ou alors qui résulte de l'appréhension d'une essence. C'est qu'il faut avoir déjà défini l'essence, ou il faut déjà avoir accédé à l'essence pour ensuite pouvoir répondre, défendre la thèse. Par exemple, si je vous dis ce tableau est un chef-d'œuvre, bah, ça peut être une thèse philosophique si j'ai déjà défini chef-d'œuvre. Ou enfin, c'est peut-être pas un très bon exemple parce que ce tableau est un chef-d'œuvre, on peut dire que ce n'est pas une thèse philosophique au sens où ça porte que sur un tableau, donc il vaudrait mieux un énoncé qui soit plus général. Par exemple, si je dis que tout chef-d'œuvre est beau, tout chef-d'œuvre est beau, donc ça serait l'application plus précise d'un énoncé général suivant lequel tout chef-d'œuvre doit être parfaitement réussi. Et donc, si j'ajoute que la beauté est une réussite, donc tout chef-d'œuvre doit être beau. Et ce qu'on attend aussi d'une thèse philosophique, mais ce n'est pas le cas à tous les coups, c'est qu'on attend qu'elle ait des conséquences pratiques. C'est l'idée de sagesse. C'est que la sagesse, ce n'est pas simplement une connaissance pour la connaissance, ce n'est pas simplement de l'érudition, c'est une connaissance qui, en théorie, doit nous servir à savoir quelles décisions prendre dans notre existence. Donc, idéalement, une thèse philosophique, c'est une thèse qui a des conséquences pratiques, ce qui fait qu'elle est importante. Ce qui fait que c'est plus important de savoir si une thèse philosophique est vraie ou fausse que de connaître la date de naissance de Napoléon. Parce que la date de naissance de Napoléon, ça n'a pas beaucoup d'effet sur notre existence, sauf si vous êtes en train de jouer à question pour un champion et qu'on vous pose la question. Mais la question de savoir, par exemple, si le réel existe ou pas, est une illusion ou pas, ça a des conséquences pratiques très importantes. Donc, c'est les thèses philosophiques, comme elles sont générales, comme elles portent sur les essences, et elles servent à nous guider dans la vie, et c'est ça qui font qu'elles sont importantes. Alors après, toutes les thèses philosophiques ne correspondent pas exactement à ça, même si je pense qu'on pourrait essayer de montrer que pour chaque thèse philosophique, il y a des conséquences pratiques. Mais si vous avez une question importante en philosophie, c'est celle de savoir si les objets mathématiques ont une existence indépendante de notre esprit. Bon, à première vue, on ne voit pas les enjeux pratiques. Je pense qu'on pourrait les trouver assez facilement en réfléchissant, mais voilà, en tout cas, c'est comme un idéal vers lequel on tend en philosophie, c'est qu'on ne pense pas juste pour penser, on pense pour connaître la vérité, mais que la vérité nous guide dans notre existence. Alors, j'ai donné quelques exemples, mais en fait, il y en a plein sur le forum que vous avez, toutes et tous bien répondu à la question. Donc, j'ai pris quelques exemples, 3 exemples qu'on trouve chez Platon. Donc, deux thèses de Socrate. Nul n'est méchant volontairement. C'est-à-dire que même si vous prenez, selon Socrate, vous prenez le pire criminel de toute l'histoire de l'humanité, bah, il n'est pas méchant volontairement. Ah, donc c'est une thèse, et c'est même plus qu'une thèse, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. C'est-à-dire que c'est une thèse qui nous choque, qui choque le sens commun. Et deuxième thèse de Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, hein, qui énonce dans le Gorgias, qui est aussi un paradoxe. C'est qu'en général, on se dit qu'il vaut mieux commettre une injustice que la subir. Une autre thèse qu'on trouve chez Platon dans la République, sur laquelle on va revenir, c'est le juste et l'avantageux au plus fort. C'est une thèse qu'il met dans la bouche d'un de ses personnages, Thrasymach. Et enfin, un dernier exemple, hein, mais en fait, il y en a j'aurais pu en donner 500 des thèses, donc j'ai dû me limiter, je me suis limité à 4. Un quatrième exemple, il ne faut réaliser que nos désirs naturels. Donc là, vous reconnaissez Épicure, hein, qui distingue les désirs naturels et non naturels, et qui estime que pour être heureux, bah, il faut apprendre à ne réaliser que nos désirs naturels. Alors, en fait, bon, je vais revenir, mais c'est une thèse qui est un petit peu confuse, parce qu'il y a 2 thèses dans cette thèse. Puisqu'il y a l'idée qu'il faut réaliser nos désirs naturels, et
seuls nos désirs naturels peuvent être réalisés. Donc il dit 2 choses en même temps dans cette phrase. Ah, mais je vais revenir. Enfin, je vais revenir sur d'autres exemples. Voilà, donc ça, c'est le travail pour aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on travaille sur une thèse, alors j'essaie de faire une liste des différentes opérations auxquelles on peut se livrer ou on doit se livrer quand on travaille sur une thèse. Alors d'abord, c'est pratiquer ce que Socrate appelle ou Platon appelle la maïeutique. Alors je vais expliquer ce que c'est, qui est voilà, attends, je crois qu'il y a des questions dans le forum. Voilà, donc oui, est-ce que le tableau peut être philosophique? Non, le tableau ne peut pas être philosophique. Ok, alors attendez, par contre, j'arrive pas à supprimer le chat maintenant. Pour une raison simple, c'est que un tableau, c'est, comment dire, la philosophie, c'est une activité qui est discursive, qui implique le discours. Donc, un tableau peut faire réfléchir. Après, vous pouvez avoir un tableau vous pouvez faire plateau en tableau. Voilà. Ok. Comment est-ce que je fais pour supprimer ce truc-là? Vous pouvez mettre Platon sur un tableau, mais un tableau en lui-même, c'est de l'image et pas du discours. Voilà, donc d'abord la maïeutique. Ensuite, il faut identifier la question posée, puisque la thèse est reliée à une question. Une thèse doit être clarifiée. Alors, j'ai essayé d'expliquer ce que ça voulait dire clarifier en spécifiant quelques opérations auxquelles il faut se livrer pour clarifier une thèse. Alors, souvent, dans les thèses que vous avez formulées, je trouvais qu'elles étaient assez obscures. J'avais du mal à comprendre ce que vous vouliez dire. Donc, si vous voulez, je crois que vous avez confondu parfois thèse et phrase qui claque. C'est pas pareil. Donc, une phrase qui claque, pour claquer une phrase, elle doit être un petit peu ambiguë, elle doit nous surprendre, on doit dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, parfois, une phrase qui claque, c'est juste un jeu de mots. C'est pas forcément une phrase qui est intéressante. En tout cas, c'est pas une thèse au sens où, quand vous avez une phrase qui claque, vous pouvez pas discuter. Parce que avant de pouvoir discuter la phrase, il faut déjà savoir ce que la personne veut vraiment dire. Donc voilà, une thèse, en fait, c'est vraiment banal. C'est des mots qui sont banals. Il faut que c'est pas des phrases qui claquent. C'est des phrases qui ça peut choquer, une thèse, comme la phrase de Socrate, où vous avez, Platon examine aussi comme thèse, la thèse sur laquelle la justice est l'avantage au plus fort. C'est choquant de dire soutenir quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est pas mystérieux. Donc voilà, essayez de vraiment bien distinguer. Une thèse, c'est un énoncé qui est clair. Et donc d'abord, quand votre travail, quand vous essayez de formuler une thèse, essayez de la rendre la plus claire possible, la plus plate possible. Ensuite, il faut identifier les réponses alternatives, puisque on a vu que vous avez une question, que la thèse, elle répond à une question. Si vous avez une question, vous avez plusieurs thèses possibles. Donc, si vous voulez travailler sur une thèse, il faut que vous essayiez de deviner, ou pas deviner, mais d'essayer d'articuler les thèses alternatives possibles à votre thèse. C'est qu'une thèse, elle s'inscrit dans un champ de réponses possibles à une question et également dans un champ d'argumentation. C'est que vous avez des thèses différentes, et si vous voulez défendre votre thèse ou affirmer une thèse, il faut que vous sachiez à quelle thèse vous vous opposez. Ensuite, donc 5e point, il faut identifier les présupposés de la thèse. Alors, je vais définir présupposés un peu plus tard. Il faut également identifier les enjeux de la thèse. Alors, 7e, j'ai fait exprès de marquer ça loin après les 6 premiers, après le début. C'est quels sont les auteurs qui soutiennent la thèse. Et en fait, idéalement, je l'aurais même placé en dernier. Pourquoi? Parce que en fait, les auteurs sont secondaires. C'est vrai qu'on travaille beaucoup les auteurs en philosophie, c'est un paradoxe, on travaille beaucoup les auteurs, mais pourquoi est-ce qu'on les travaille? C'est pas parce qu'on est des fétichistes des auteurs. C'est-à-dire qu'on travaille les auteurs parce qu'ils ont dit des choses intéressantes, mais aussi parce qu'ils ont dit des choses auxquelles on veut s'opposer. Donc mais l'auteur en lui-même n'est pas une valeur, hein. Citer un auteur pour un auteur, c'est un argument d'autorité, c'est un mauvais argument, et c'est un argument qui est même une faute morale. Donc, quand vous citez une thèse, juste donner l'auteur et penser que ça suffit, c'est pas juste une erreur, c'est une faute. Hein, donc, les auteurs sont intéressants, ils sont importants, mais en dernière instance, c'est vous qui pensez.
Et donc, vous pouvez très bien, alors voilà, ça peut s'appeler du plagiat d'une certaine manière, mais en tout cas, vous pouvez très bien travailler longtemps un auteur, et si vous êtes convaincu par ce qu'il a dit, si vous êtes capable d'argumenter, de restituer ces arguments en votre propre nom, bah, sa pensée est devenue votre pensée. Donc, c'est votre pensée. Si vous parvenez à détruire tous les arguments opposés, sa thèse est votre thèse. Donc, vous n'avez pas besoin de dire c'est comme le disait cette personne-là. Si vous ajoutez de la citation, c'est juste que vous essayez d'impressionner la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est moralement pas très glorieux, hein, d'essayer d'en imposer aux gens simplement par votre culture. Le but, c'est d'utiliser les thèses. Alors après, c'est toujours un dilemme, la citation, parce que quand vous citez un auteur, d'un côté, ça peut être pour impressionner la personne, essayer de vous mettre au-dessus de la personne à qui vous parlez, mais d'un autre côté, c'est aussi une forme d'honnêteté, parce que ça sert aussi à montrer que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de cette phrase. Donc, j'ai pas de réponse à cette question. À vrai dire, moi, je sais, citer un auteur, ça peut être soit une bonne chose, soit une mauvaise chose, hein, dans une discussion. Après, en philosophie, donc, il y a le même dilemme, hein, c'est que c'est bien de créditer la personne qui a eu la pensée, mais c'est également important que ça ne vous empêche pas de penser par vous-même et surtout d'éviter absolument l'argument d'autorité. Ce n'est pas parce que Pascal a dit quelque chose ou Kant a dit quelque chose ou Descartes a dit quelque chose que cela est vrai. Donc, quels sont les auteurs? Ensuite, baptiser la thèse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la discussion philosophique, c'est intéressant, une fois que vous avez bien clarifié votre thèse, de lui donner un nom pour pouvoir vous y référer rapidement. C'est pour ça que j'ai marqué les auteurs auparavant, parce que parfois, le nom de l'auteur de la thèse, ça peut être une manière de lui donner un nom. Vous pouvez dire la thèse platonicienne concernant la justice, par exemple. C'est un nom pour la thèse de Platon. Ensuite, il faut vous demander quels sont les arguments en faveur de la thèse, quelles sont les critiques qu'on peut faire de la thèse, quelles sont les objections. Et enfin, dernière question qui est très importante et qui spécifie la discussion philosophique par rapport à la discussion simplement ordinaire, rhétorique, c'est qu'en philosophie, quand on a une thèse, même si elle rencontre des objections, on ne va pas lâcher notre thèse, on va essayer de la reformuler et de voir si on ne peut pas la formuler de manière plus juste qu'on ne l'avait formulée au départ. Donc, c'est essayer de savoir quelles sont les versions possibles d'une thèse. Voilà, donc je reprends ces différents éléments un à un. Je vais essayer de voir si je peux pas. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux faire voilà. Donc, la maïeutique. Donc, la maïeutique, c'est simplement un nom qui est issu de Socrate pour désigner la pratique de Socrate. Qu'est-ce que faisait Socrate quand il rencontrait quelqu'un? C'est ce qu'on a vu dans le Tifron. Quand il rencontrait quelqu'un, Socrate interrogeait la personne sur là où elle allait, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas au Tifron, et progressivement, en interrogeant la personne sur sa destination, elle l'interrogeait ensuite sur les raisons pour lesquelles elle allait là où elle allait. Par exemple, le Tifron, où vas-tu au Tifron? Je vais au tribunal. Pourquoi vas-tu au tribunal? Je vais faire un procès à mon père. Pourquoi fais-tu un procès à ton père? Et ensuite, il avait posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu fais ceci? Donc, pourquoi? Et donc, parce que je pense que c'est juste de faire un procès à mon père. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est juste de faire un procès à ton père? Et donc, au final, la personne accouchait d'une thèse philosophique. Donc, en partant de questions sur l'ordinaire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Socrate, en interrogeant la personne de manière continue, finissait par mettre à bas la thèse philosophique qui est à l'arrière-plan de l'action de la personne. C'est-à-dire que Tifron, quand il va faire un procès à son père, c'est parce qu'il pense que, en tant que prêtre, il ne peut pas se tromper sur ce que Dieu lui dit de faire, et donc il pense que Dieu peut lui dire de faire même des choses qui sont injustes aux yeux des humains. Hein, c'est le présupposé de la conduite de Tifron. Et donc, Socrate, en cela, comparait sa pratique à celle de sa mère, qui était sage-femme, et qui accouchait les corps, alors que lui, il accouche les esprits. La maïeutique, en fait, ça vient du grec, étymologiquement, pour l'action des sages-femmes. Donc, c'est pour cette raison qu'il se compare avec une sage-femme, et donc son activité est l'activité qui consiste à accoucher d'une thèse est ce qu'on peut appeler, en hommage à Socrate, la maïeutique. Alors je vous lis un passage du Théétète où Socrate dit cela. J'ai d'ailleurs cela de commun avec les sages-femmes, que je suis stérile en matière de sagesse, et le reproche qu'on m'a fait souvent d'interroger les autres
sans jamais me déclarer sur aucune chose, parce que je n'ai en moi-même aucune sagesse, est un reproche qui ne manque pas de vérité. Donc qu'est-ce que dit ici Socrate? C'est qu'il dit que lui-même n'a pas de thèse, il n'a pas de sagesse, mais par contre, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'accoucher les thèses qu'ont les autres, de la même manière que les sages-femmes sont, chez les Grecs, stériles, mais qu'elles sont capables, probablement parce que c'est des femmes qui sont déjà âgées, puisqu'elles sont déjà passées par plusieurs accouchements, et, et donc, enfin, que le fait d'être passées par plusieurs accouchements leur donne un savoir qu'elles peuvent transmettre à d'autres femmes. Donc, ouais, et donc il se compare avec les sages-femmes qui sont stériles de la même manière que lui est stérile, mais par contre, son savoir-faire, c'est de savoir faire dire à l'autre ce que l'autre affirme. Donc la maïeutique, c'est la première étape du travail de Socrate. Socrate, dans un deuxième temps, procède à ce qu'on appelle l'elenkos. Je ne sais pas si je l'ai marqué, non, je ne l'ai pas marqué. L'elenkos, c'est la réfutation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a énoncé sa thèse, dans un deuxième temps, Socrate va essayer de montrer à la personne que cette thèse n'est pas bien justifiée. Alors, donc, il faut vraiment voir que le travail de Socrate, il procède en deux temps, la maïeutique et l'elenkos, ou alors parfois on dit la dialectique. Donc maïeutique, dialectique, ou le dialectique, soit on désigne l'ensemble, soit c'est le moment réfutatif du travail de Socrate. Et donc de la même manière, nous, quand on fait de la philosophie, il faut qu'on fasse un travail de maïeutique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se demande, dans notre environnement, dans notre société, chez nous-mêmes, quelles sont les thèses philosophiques qui sont à l'arrière-plan de nos décisions, qui sont à l'arrière-plan des conduites qu'on voit chez les gens. Donc, et c'est là où on découvrira des thèses qui sont intéressantes, puisque c'est des thèses qui guident les gens dans leur vie, ou qui nous guident nous-mêmes dans notre vie. Donc c'est des thèses sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Parce que si on se trompe sur ces thèses qui guident notre vie, alors notre vie sera un échec. Je termine juste, c'est pour cette raison que Socrate disait que la vie qui est menée sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que si on se trompe sur les convictions d'arrière-plan qui nous amènent à nous diriger dans l'existence, alors notre vie est juste une erreur. Donc c'est comme ça que Socrate justifie le fait de faire de la philosophie. Alors, je crois qu'il y a une question. Alors, Jean, dans une dissertation, c'est pas obligatoire de citer les auteurs. Alors, je dirais que non, c'est pas obligatoire de citer les auteurs. Après, c'est quand même mieux. Donc, il faut aussi que vous montriez que vous avez des connaissances. Là, je parlais surtout de la conversation ordinaire. Ensuite, en tout cas, moi, dans la dissertation que moi, je vous demanderais de faire, c'est pas la peine de citer des auteurs. Vous pouvez très bien utiliser des auteurs, utiliser leurs arguments, mais vous n'êtes pas forcé de citer l'auteur. Après, voilà, comme j'ai déjà dit, comme on attend aussi que vous ayez une culture, et puis qu'il y a aussi la dimension d'humilité qui consiste à accepter le fait qu'une idée vient pas, à indiquer que le fait qu'une idée ne vient pas de vous, dans cette mesure-là, c'est aussi moralement une bonne chose de citer l'auteur. Donc, ce que j'essaie de vous indiquer, c'est que c'est un dilemme. C'est-à-dire qu'il y a deux principes et qui conduisent à, pour une même situation, nous indiquer deux conduites différentes. D'un côté, c'est pas une bonne chose de citer les auteurs, et d'un autre côté, c'est une bonne chose. Peut-être, si je dois peut-être séparer les choses, pour être plus clair, ce qui est important, c'est surtout la notion d'argumentation et de réflexion personnelle. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez, ne vous dites pas « Ah, c'est parce que Socrate l'a dit ou parce que Platon l'a dit que c'est bien ». Demandez-vous pourquoi est-ce qu'il a dit, quels sont ses arguments, et est-ce que moi, je pourrais être d'accord avec lui. Ah oui, Cyril, s'il vous plaît, éteignez votre micro. Voilà. Donc après, est-ce que les pensées de Pascal, c'est une suite de thèses? C'est un peu compliqué comme question, parce qu'il faudrait vraiment regarder les pensées une à une. Et d'autre part, je pense qu'il y a des arguments quand même chez Pascal. Donc, a priori, je dirais que ce n'est pas que des thèses. C'est pas grave. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y avait une autre question? Une interprétation peut-être philosophique. Là aussi, c'est une question un peu compliquée, sur est-ce qu'une interprétation peut être philosophique? Je ne peux pas vraiment vous répondre. Enfin, pas comme ça, j'aurais besoin d'un peu de temps. Monsieur, Oui. vous pourriez répéter la citation de Socrate sur l'échec de la vie? Alors, j'ai commenté sa citation, mais la phrase de Socrate, c'est l'idée qu'une vie qui est menée sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. D'accord, mais vous l'avez interprété de manière à ce que vous avez dit
Du coup, les échecs qu'on connaît à travers la vie euh, justifient les échecs, enfin, comment dire, font de notre vie une sorte d'échec. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais normalement, de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que sans, sans examen, si on échoue, ça voudrait dire que la vie qu'on a fait est un échec. Alors qu'on avait vu au cours dernier que c'est justement grâce aux échecs de la vie qu'on peut avancer vers une sorte de vérité définie en nous-mêmes. Du coup, je n'ai pas Alors, compris le paradoxe qui se crée. ouais, merci pour la question. Alors, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai dit que les échecs étaient utiles pour avancer dans la vie au cours C'était dernier. peut-être Peut-être un que je l'ai autre dit. cours alors. Comment? C'était peut-être dans un autre cours alors. Ah, peut-être, hein, peut-être. Même si je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit faux, hein, mais ça, voilà, ça demande argumentation aussi, parce que finalement, une vie sans échec, pourquoi pas? Là, c'est pas exactement ça. L'idée, c'est que même si je réussis j'ai un objectif, j'ai un but. Si, même si j'ai une réussite, si je réussis à atteindre mon but, mais que en fait mon but était, avoir ce but était une erreur, bah, ma réussite n'a pas de valeur et un non-sens. Et en fait, ma réussite est une fausse réussite en un sens. Je donne juste un exemple de Socrate. Socrate pense que chercher le pouvoir, chercher à avoir du pouvoir, c'est une absurdité. Donc faire de la politique, pour lui, il a en partie tort, hein, à mon avis, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Faire de la politique, c'est une mauvaise chose. Donc, il essaie de convaincre les gens, enfin, non, pour lui, donc quelqu'un qui veut devenir un chef politique, bah, pour lui, va essayer de réaliser un objectif qui est un mauvais objectif, et donc même s'il il arrive à réussir à atteindre cet objectif-là, réussir cet objectif-là, dans la mesure où c'est un mauvais objectif, bah, va être, enfin, comment dire, une réussite du point de vue de la personne, et en même temps un échec ou un accomplissement qui n'a pas de valeur du point de vue de la vérité. Et alors, pour donner un argument, c'est que si jamais vous examinez votre vie avant de la vivre, vous allez pouvoir euh, être sûr que les choix que vous faites, bah, vous les faites parce que c'est vos choix et connaître les raisons de ces choix. Si par contre, vous décidez d'emblée, en faisant ce que la société vous dit de faire, ou ce que vos copains ont fait, ou ce que votre famille vous dit de faire, hein, peu importe, donc juste sans réfléchir, vous suivez une ligne qui vous est déjà donnée, et que vous réfléchissez après avoir atteint l'objectif, par exemple après être devenu chef politique. Si Socrate a raison et que être devenu chef politique, c'est une mauvaise chose, et que quand on réfléchit, on s'aperçoit que c'est absurde, bah, vous allez réussir à devenir président de la République. Et le jour où vous réfléchissez, vous dites, mais non, en fait, j'ai passé 25 ans à essayer d'atteindre un objectif qui n'avait pas de valeur. Donc vous avez réussi, mais vous avez raté en même temps. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la phrase de Socrate. Voilà, donc je remets le... D'accord, merci beaucoup. Oui, je vous en prie, merci pour la question. Alors, où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Voilà, c'était le premier point. Donc il faut, deuxième chose, hein, donc quand on vous donne une thèse, ce qui n'est pas non plus très courant en général, enfin, comment dire, ça peut arriver dans la vie courante, en général, on part de la question et ensuite on donne la thèse, mais pas forcément, mais dans des textes philosophiques, parfois, vous avez juste des affirmations. Et quand vous avez simplement une affirmation, bah, il faut essayer de trouver quelle est la question posée. Donc par exemple, la phrase d'Héraclite, tout cool, bah, il faut essayer de savoir, c'est pas facile de trouver quelle est la question qui se posait. Hein, quelle est la question que se posait Héraclite quand il disait tout cool, bah déjà c'est compliqué parce que tout cool, si je regarde ma main ne coule pas, hein. Donc en fait, la phrase d'Héraclite, littéralement, est fausse. Donc c'est le troisième point, il faut clarifier. Il utilise une métaphore. Donc en fait, tout cool, c'est pas vraiment une thèse. Pour que ce soit une thèse, il faut la formuler, la traduire en quelque sorte, en transformant la métaphore en énoncé transparent, en énoncé littéral. Et donc, qu'est-ce que veut dire Héraclite par tout cool? En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète en général, que Platon l'interprète, par exemple. C'est que tout est en mouvement, il n'y a rien d'immobile. Donc, la question qui serait posée, c'est est-ce que tout est immobile ou tout est en mouvement? Et donc, lui, il répondrait tout est en mouvement. Parménide, donc j'ai pris volontairement des énoncés qui sont un peu énigmatiques. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas.
Et alors, quelle est la question? Alors, il y en a deux, c'est est-ce que ce qui est et est-ce que ce qui n'est pas n'est pas, hein? Donc, on pourrait avoir deux réponses, ce qui est ou ce qui est n'est pas. Et puis, est-ce que ce qui n'est pas n'est pas? Bah oui, ce qui n'est pas n'est pas, ou non, ce qui n'est pas est. Hein, voilà, c'est des phrases, des questions un peu compliquées. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant d'identifier la question. Pourquoi? Bah parce que ça va nous permettre d'identifier d'autres réponses possibles. Et donc, en identifiant d'autres réponses possibles, ça nous donne un pivot pour aussi discuter l'auteur, pour pas juste être BA devant sa phrase et pouvoir voir qu'il y a d'autres réponses possibles à la question qui se pose. Alors ensuite, il faut clarifier la thèse, c'est très important. Donc souvent, ça je vous ai dit, dans les thèses que vous avez, vous, énoncées comme des thèses auxquelles vous croyez, moi j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas claires. Voilà, donc clarifier, ça veut dire quoi? Ça veut d'abord dire, et ça c'est important que vous fassiez dans les discussions et dans les dissertations, c'est définir les termes. Donc je vous donne un exemple, la justice, c'est l'avantageux au plus fort. Donc c'est une phrase qu'on trouve que Platon attribue à Thrasymachus dans la République, au livre 1. Donc vous savez que Platon fait des dialogues et qu'il a écrit des dialogues et il fait parler des personnages qui défendent différentes thèses. Ah, donc c'est des conflits de thèses, hein, ces dialogues. Et alors, la réponse que met en scène Platon, qu'il attribue à Socrate, c'est que Socrate fait remarquer que cette phrase, en fait, ne veut rien dire. C'est que quand je dis « la justice, c'est l'avantage au plus fort », bah, mince, j'ai déjà mis des... Voilà, ça peut vouloir dire, bah voilà, alors tout ce que veut l'homme le plus costaud du monde avec la plus grosse arme du monde, bah, c'est la justice, ça peut vouloir dire ça. Mais en même temps, si je prends le peuple est plus fort que Stallone. Donc après, j'ai pas mis, je voulais mettre aussi une image d'Einstein en disant, mais la justice est l'avantageux au plus fort. Est-ce que ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire au plus fort en maths? Donc la justice est l'avantageux au plus fort, ça nous donne trois définitions du juste complètement opposées. Donc selon qu'on pense que le plus fort, c'est le plus fort au sens musculaire du terme, le plus fort au sens le plus intelligent du terme, ou le meilleur dans un domaine, ou le plus fort au sens, cette fois-ci encore une fois, de la force, mais de la force prise comme ayant un sujet collectif. Donc la justice et l'avantage au plus fort, ça peut être trois thèses très très différentes l'une de l'autre, selon le sens qu'on donne au mot plus fort. De la même manière, si je prends l'avantageux, le mot avantageux est ambigu. Alors pourquoi? Parce que quand on peut distinguer, supposons qu'on dise que la justice est l'avantageux au plus costaud. Hein, donc là, j'ai une thèse qui est très claire, transparente. C'est l'avantageux à la personne, ou à l'homme ou à la femme la plus forte du monde. Ok, bon, c'est absurde comme thèse, hein, mais c'est pas grave. Si j'essaye de définir cette thèse, elle est encore ambiguë parce que l'avantageux, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier ce qui est objectivement avantageux, ou alors ce que la personne croit être avantageux. Et Socrate ici se moque aussi de cette thèse, parce qu'il dit, voilà, alors, il ne prend pas l'exemple de Stallone, mais s'il dit, si Stallone va voir son médecin et qui lui dit, voilà, moi je veux absolument que tu me prescrives plein de médicaments opioïdes avec lesquels je vais pouvoir me shooter parce que voilà, c'est ce que je préfère. Donc est-ce que c'est juste de la part du médecin de lui donner ces médicaments? Non. Donc par contre, si on pense que la justice, c'est ce qui est objectivement avantageux pour le plus fort, bah, c'est pas à Stallone de dire ce qui est le plus avantageux pour lui. C'est à la personne qui sait, qui a la connaissance de ce qui est avantageux. Donc c'est le médecin qui pourrait dire ce qui est avantageux pour Stallone. Voilà, donc premier travail sur une thèse, le travail fondamental, hein, c'est le plus difficile, le plus important, c'est essayer de clarifier en définissant les termes et en essayant de repérer s'il n'y a pas des distinctions. C'est donc l'usage des distinctions est fondamental qu'il faut mettre en place pour essayer de distinguer différentes versions ou différentes interprétations possibles de la thèse. Hein. C'était, je crois, la question posée à Cram. Est-ce qu'il y a des interprétations philosophiques? Je ne sais pas si elle est philosophique, mais l'interprétation a un rôle à jouer en philosophie. C'est-à-dire que là, on a une thèse qui est ambiguë, et la thèse qui est ambiguë doit être désambiguïsée en distinguant différentes thèses qui sont formulées dans la même thèse. De la même manière, quand j'ai un mot ambigu, le mot renvoie en fait à plusieurs significations. Quand j'ai une thèse qui est ambiguë, cette thèse renvoie à plusieurs thèses. Hein, si je vous dis une clé, c'est un mot qui est ambigu, ça peut soit signifier la clé pour ouvrir la porte, la clé de bras, la clé Internet, et donc en fait, c'est plusieurs mots, le mot-clé.
De la même manière, une thèse qui est ambiguë, c'est plusieurs thèses. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il faut essayer de clarifier. Alors, j'ai marqué distinguer, mais c'est encore du travail lexical. Quand, par exemple, la phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Alors, pour moi, c'est pas encore. Enfin, c'est une thèse en un sens, mais c'est pas une thèse qui, si elle était formulée dans une discussion, serait. Comment dire, pour moi, c'est plus une phrase qui claque qu'une thèse, hein, cette phrase-là, même si on peut la transformer en thèse en clarifiant ce que veut dire Pascal. Alors pourquoi pourquoi cette phrase n'est pas claire? Parce que déjà, le mot cœur, ici, est pris en un sens métaphorique. Le cœur, c'est un muscle sanguinolent. On ne voit pas très bien comment le cœur pourrait avoir des raisons. Donc en fait, quand il veut dire cœur, il ne veut pas dire le cœur, il veut dire autre chose. Quand il dit raison, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas, il emploie le mot raison en deux sens différents. Donc c'est une figure rhétorique, la syleps, qui est si bien que la phrase est contradictoire, si on la prend littéralement, en tout cas quasi contradictoire. Et donc si on veut la spécifier, il faudrait remplacer le cœur, par exemple, par les émotions, hein, raison par les motifs, les émotions ou l'affectivité à ces motifs, que la rationalité ne comprend pas, que la rationalité n'est pas capable de comprendre. Hein, donc c'est une phrase qui est beaucoup moins jolie que celle de Pascal, mais par contre, on comprend ce que ça veut dire. Alors, rien de trop, hein, j'avais déjà discuté cette thèse de Solon. C'est pas encore vraiment une thèse parce que c'est, comme j'avais dit, trop ambigu. C'est-à-dire que si Obélix, là, pourrait très bien dire, voilà, rien de trop, j'ai pas mangé 5 sangliers, donc rien de trop. Et puis Astérix pourrait dire, oui, mais moi, j'ai rien de trop, j'ai pas mangé tout le sanglier, donc rien de trop. Donc c'est une phrase qui est ambiguë et qui ne signifie pas grand-chose. Donc il faut encore faire un travail pour préciser cette thèse. Voilà, donc ça, c'est une phrase que l'un d'entre vous a citée. Les stoïciens suivent la voie virile. Alors, bon, il manque un T, pardon. Peu leur importe qu'elle paraisse agréable à ceux qui s'y engagent. Ce qu'ils veulent, c'est nous élever jusqu'à cette cime suprême qui se dresse hors de toute atteinte et domine même la fortune. Donc là, le problème de cette phrase, c'est qu'il y a plusieurs thèses à l'intérieur. Alors, en fait, non, en fait, non, il n'y a pas de T, hein, il n'y a pas une faute d'orthographe, excusez-moi, j'ai bugué. Voilà, donc il y a plusieurs interprétations possibles de cette phrase. Donc soit il y a plusieurs thèses, soit la thèse, c'est les stoïciens suivent la voie virile, et ensuite le reste, c'est une explication de la thèse. Peu leur importe qu'elle paraisse agréable à ceux qui s'y engagent, ce qu'ils veulent, c'est nous élever jusqu'à cette cime suprême qui se dresse hors de toute atteinte et domine même la fortune. Donc ça serait une définition de ce que c'est une voie virile. Et donc, du coup, là, vous avez deux choses. Hein, vous avez une thèse et la définition, ou une clarification. Donc il faut distinguer les deux choses. Donc ça aussi, c'est une phrase que vous avez citée, et il y a le même phénomène. Hein, donc la pensée n'est rien d'intérieur, elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. Donc là, merci Merleau-Ponty, parce que s'il avait juste dit « la pensée n'est rien d'intérieur », on n'aurait rien compris à ce qu'il voulait dire. Par contre, il a ajouté une clarification. Elle n'existe pas en dehors du monde et hors des mots. Donc la thèse, si vous voulez, c'est la pensée n'existe pas hors du monde et hors des mots. Hein, la pensée n'est rien d'intérieur, on peut l'éliminer. Donc le but de la clarification, c'est d'avoir la phrase la plus synthétique possible, la plus claire possible. Il ne faut pas que ce soit des phrases très longues, il faut que ce soit des phrases courtes, dont on puisse se souvenir facilement et où on voit facilement ce qu'il faut discuter. Si vous avez une phrase qui est trop longue, vous noyez le poisson. Ah, donc le fait d'avoir des phrases courtes, ça vous expose à la réfutation, ça vous expose à la discussion. Voilà, donc il faut identifier des réponses alternatives. Donc la justice est l'avantage au plus fort. Alors, donc la question c'est comment définir la justice. Et ensuite on peut avoir des réponses opposées. Par exemple, la justice c'est agir selon le bien ou selon des règles ou selon l'égalité. Voilà, donc il y a plusieurs réponses possibles alternatives. Et le fait d'avoir les réponses alternatives permet de dynamiser ensuite la question. Ou dynamiser la discussion de la thèse. Bon, je vais passer à ça. Identifier les présupposés de la thèse. Donc si je prends une phrase aussi que vous avez citée, « Le monde est ma représentation » de Schopenhauer, hein, qui dit
qui, dans son ouvrage de 1818, si je ne me trompe pas, ou 1819, Le monde comme volonté, comme représentation, il soutient 2 thèses. Il dit le monde qui sont dans le titre, le monde est ma volonté, et deuxièmement, le monde est ma représentation. 2 thèses qui sont contradictoires. Donc c'est une difficulté quand on lit Schopenhauer, comment est-ce qu'un philosophe peut articuler simultanément, défendre 2 thèses qui sont en contradiction l'une avec l'autre. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est les présupposés de la thèse? Pour expliquer la notion de présupposé, peut-être qu'on peut partir de l'idée que les présupposés, ce n'est pas simplement les présupposés d'une affirmation ou d'une thèse, c'est aussi les présupposés d'une question. C'est plus facile de comprendre ce que c'est un présupposé quand on part d'une question. Donc, je donne un exemple. Si je vous dis, est-ce que vous préférez avoir un devoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Donc, c'est une question. Cette question a un présupposé. Le présupposé, c'est que vous allez avoir un devoir soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de devoir, à part les TD habituels. Mais voilà, donc le présupposé, c'est ce qui est tenu pour vrai déjà par le simple fait de poser la question. Quand vous posez une question, vous avez toujours un présupposé derrière une question. Donc, si la thèse, c'est la réponse à une question, et si une question a toujours un présupposé, finalement, le présupposé de la thèse, c'est les présupposés de la question à laquelle répond la thèse. Donc, quand Schopenhauer dit « le monde est ma représentation », la question à laquelle il répond, c'est « le monde existe-t-il donc à l'extérieur de moi, où est-il ma représentation ?» Et quand on se pose cette question-là, quel est le présupposé? Premièrement, le présupposé, c'est que le monde existe. Il faut que je précise quand même, parce que j'ai donné 2 questions différentes. Donc, selon la question que je formule, le présupposé ne sera pas le même. Mais donc, si je dis le monde est-il simplement ma représentation, existe-t-il à l'extérieur de moi, pour opposer. Donc, soit je pense que le monde est simplement ce que je pense, soit le monde existe en dehors de ma pensée. Donc, si je me pose cette question-là, le présupposé, c'est que le monde existe. La question, c'est est-ce qu'il existe à l'extérieur de moi ou dans ma pensée? Un deuxième présupposé, c'est que mes représentations existent, que je pense, que j'ai des représentations. Donc, il y a 2 présupposés à cette thèse. C'est important d'identifier les présupposés d'une thèse via les présupposés de la question, parce que ça permet parfois de critiquer une thèse. C'est que si une thèse s'appuie sur des présupposés faux, vous avez un point d'appui pour remettre en question une thèse. Alors, identifier les enjeux de la thèse. Alors, qu'est-ce que c'est l'enjeu d'une thèse? C'est ce qui montre que la thèse est importante. Les enjeux, l'enjeu, il faut le penser au sens quasiment d'un jeu de hasard, où vous avez l'enjeu, c'est le pari, c'est ce que vous pariez, ce que vous allez perdre, ce que vous allez gagner, selon que votre thèse, c'est-à-dire l'affirmation que c'est tel cheval qui va remporter la victoire ou pas, est vraie ou fausse. Si votre thèse est vraie, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si votre thèse est fausse, vous allez perdre votre mise. L'enjeu d'une thèse philosophique, c'est la même chose. C'est donc une thèse, c'est les conséquences pratiques ou éventuellement théoriques qu'aurait la vérité ou la fausseté de la thèse. Alors, je vous donne un exemple. Bon, il y aura un meilleur exemple encore, ça serait le pari de Pascal, où, comme vous le savez, Pascal essaye de convaincre les non-croyants de croire en Dieu. Donc, il s'adresse à ceux qu'il appelle les libertins, qui aiment jouer au dé, et il leur dit faisons un pari. C'est-à-dire que si Dieu existe, quelles sont les conséquences pour vous? Et si Dieu n'existe pas, quelles sont les conséquences pour vous? Et il essaie de montrer que les conséquences sont toujours en la faveur, que les libertins ont intérêt à parier, parce que finalement, si Dieu existe, ils gagnent une infinité, et qui sont croyants, ils gagnent une infinité de plaisir pour une infinité de temps, et que si Dieu n'existe pas, tout ce qu'ils ont perdu, c'est juste un plaisir limité pour un temps limité. Donc, ça semble montrer qu'il est rationnel de penser que Dieu existe. Après, là où on peut répondre à Pascal, c'est qu'il parle des enjeux de la thèse, mais même si c'est vrai que ça serait peut-être mieux si Dieu existait, du point de vue que Dieu existe et qu'on soit religieux, et qu'on ne se trompe pas de religion aussi, parce que ça peut être un problème si on n'applique pas les bonnes règles religieuses. Donc, même si c'est mieux en un sens que Dieu existe, ce n'est pas forcément vrai. Donc, il faut distinguer les enjeux et la vérité de la thèse. Donc, l'enjeu, c'est ce qui se passerait si la thèse était vraie, mais ça ne veut pas dire que la thèse est vraie.
Donc, un autre exemple, celui de Lotifron, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Donc, Socrate, au terme de sa maïeutique, arrive à opposer deux thèses. Donc, la première thèse, c'est parce qu'un acte est bon que Dieu me l'ordonne. Ça, c'est la thèse que défend Socrate, la thèse qu'on pourrait appeler rationaliste. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas me demander de faire quelque chose qui est mauvais. Du coup, la volonté de Dieu est limitée par la morale. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est parce que Dieu m'ordonne un acte que cet acte est bon. Donc là, la volonté de Dieu n'est pas limitée par la morale, c'est la volonté de Dieu qui crée la morale. Et alors, ça, c'est deux thèses. Bon, je ne sais pas laquelle est vraie ou fausse. Il y a des arguments, enfin, on peut examiner les arguments de part et d'autre. Ce n'est pas ce que je vais faire là. Je vais juste montrer l'enjeu. L'enjeu, c'est que si c'est la première thèse, la thèse rationaliste, qui est vraie, pour savoir ce que veut Dieu, on n'a pas besoin de passer par les prêtres. On peut directement consulter notre raison. On peut directement consulter notre sens moral. Hein, soit la raison, soit le sens moral, peu importe. Puisqu'il suffit, si je veux savoir ce que veut Dieu, il suffit juste de savoir qu'une chose est bonne, qu'un acte est bon, pour savoir que Dieu me le demande. C'est-à-dire que si c'est bien d'aider une vieille dame à traverser, je n'ai pas besoin de regarder dans un texte sacré pour savoir que c'est bien. C'est juste parce que Dieu a forcément prescrit aux humains de faire ce qui était bon. Donc si moi j'arrive à savoir ce qui est bon par mes propres moyens, je sais déjà ce que Dieu dit dans les textes sacrés. À l'inverse, donc du coup, ça autonomise les gens. Ils n'ont pas besoin de passer par la religion pour savoir ce qui est le bien et le mal, et même pour savoir ce que Dieu veut. L'autre thèse, celle que défend Eutyphron, c'est une thèse qui est en la faveur des prêtres, hein, ici des prêtres grecs. C'est que Eutyphron, il a tout intérêt en tant que prêtre à ce que les gens pensent que c'est parce que Dieu demande quelque chose que c'est bon, puisque ça lui permet, à lui, qui est un intermédiaire entre Dieu et les humains, d'avoir une place dans la société. Donc, la deuxième phrase, elle a comme conséquence, comme enjeu, la question de savoir s'il faut ou pas donner une place à la religion dans la société. Voilà, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu des deux thèses. Hein. Est-ce qu'on a besoin de passer par la religion, par les prêtres, pour savoir ce qu'est le bien ou pas? Voilà. Donc, ensuite, quels sont les auteurs? Donc, bon, là, j'ai juste mis une citation de Platon pour vous montrer qu'en fait, où Platon cite Calliclès, hein, peu importe la citation, la seule chose que je voulais dire, c'est que Platon, quand il examine des thèses, il les attribue à des personnages, mais parfois, ces personnages sont fictifs. Donc, qu'est-ce que veut dire Platon quand il attribue la thèse sur laquelle vivre la bonne vie, c'est la vie où on essaye d'avoir le plus de passion possible en attribuant à une personne qui est fictive, c'est qu'il veut dire que ça n'a pas d'importance ce qu'il a dit. Il veut dire que c'est pas important que ça soit une autorité, ou que ça soit un petit garçon, ou que ça soit un criminel, ou que ça soit l'homme le plus saint de la Terre. Peu importe, l'important c'est l'énoncé en lui-même. Et que l'énoncé, on doit l'examiner pour lui-même, indépendamment de la personne. Donc c'est, voilà, je ne redis pas ce que j'ai dit sur le dilemme de la citation, mais en tout cas, je pense que la base, malgré tout, de l'attitude qu'on doit avoir quand on réfléchit, c'est d'essayer de penser par soi-même et donc d'intégrer les pensées des auteurs seulement en examinant si elles sont justes ou pas, si elles sont bien argumentées ou pas, et ne pas les citer parce qu'elles tapent ou parce qu'elles sont bien formulées, etc. Il faut les intégrer si elles sont bien justifiées, claires, etc. etc. Alors après, ce qui peut être utile quand vous travaillez sur une thèse, c'est de la baptiser. Alors qu'est-ce que je veux dire? C'est faire ce que j'ai désigné au départ comme une définition nominale, une définition stipulative. C'est que vous pouvez très bien donner un nom à la thèse que vous venez de clarifier. Donc, par exemple, la thèse « à chacun sa vérité », on peut appeler cette thèse relativisme. La connaissance est impossible, qui est une thèse, on peut nommer cette thèse scepticisme, etc., etc. Donc c'est intéressant parce qu'au lieu de dire à chaque fois à chacun sa vérité, vous pouvez employer un mot qui va vous permettre de parler de la thèse, de ses propriétés, etc. Et ça va alléger votre discours et ça va vous permettre aussi d'avoir une taxinomie un peu scientifique où vous distinguez différentes thèses possibles avec différents noms pour les différentes thèses de manière à ne pas les confondre. Donc c'est un instrument qui est intéressant à utiliser. Mais par contre, il faut vraiment que vous soyez très clair. C'est-à-dire quand vous utilisez le mot relativiste, il faut vraiment que vous disiez à quelle thèse vous faites référence. Enfin, quelles sont les versions à quelle version de la thèse vous faites allusion? Quand on parle de relativisme, il y a plein de relativismes possibles.
Donc, il y a le relativisme ontologique, qui consiste à dire qu'il n'y a pas une seule réalité. Le relativisme alétique, qui consiste à dire qu'il n'y a pas une seule vérité. Le relativisme épistémologique, qui consiste à dire qu'il y a plusieurs connaissances, pour que deux personnes peuvent avoir des connaissances tout en n'étant pas d'accord l'une avec l'autre. Le relativisme moral, qui porte sur les valeurs morales, qui dit que chaque société ou chaque groupe a ses propres valeurs morales. Le relativisme esthétique, qui porte sur la beauté. Le relativisme conatif, qui porte sur les désirs ou ce qui est désirable, etc., etc. Donc, il faut bien distinguer différentes versions de la thèse. Pourquoi? Parce que quand on dit juste voilà, à chacun sa vérité, bah, il faut encore préciser quel est le. Enfin, comment dire? Si vous dites juste ça, comme votre thèse est très générale, vous risquez d'avoir tort. Plus vous précisez votre thèse, et plus ça sera difficile qu'il y ait des objections à votre thèse, parce que vous allez délimiter la zone de votre affirmation qui est vraie. Hein, donc, il faut essayer de trouver un peu le noyau de vérité de votre thèse, et ça consiste à essayer de délimiter au maximum ce que vous voulez dire. Alors, est-ce que la thèse est vraie ou fausse? Donc ça, c'est les arguments et les objections, et c'est ce sur quoi on travaillera la semaine prochaine. Ah, donc voilà, je m'arrête là pour ce petit topo. Donc là, pour la semaine prochaine, et la semaine prochaine et la semaine suivante, j'aimerais qu'on travaille sur l'argumentation et l'objection. Donc c'est faire le travail principal qui consiste à essayer de savoir si les thèses sont vraies ou fausses. Les thèses philosophiques sont vraies ou fausses. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des questions. Converser. Alors je vois mince. Alors Akram, comme toujours, vous me posez une question, vous me posez une colle. Hein, Wittgenstein parlait des usages des mots, comment pouvons-nous concrètement prendre en compte ces usages? Voilà, bon, c'est une question assez compliquée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Akram, hein, c'est juste que là, je ne peux pas vous répondre vraiment spécifiquement sur Wittgenstein. Après, peut-être, si quand même j'essaie de répondre sur l'usage des mots, l'usage des mots, on verra ça quand on travaillera sur la définition. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on essaie de définir les termes et qu'on essaie de voir l'ambiguïté des mots, c'est important de partir des usages. Hein, mais voilà, je ne ferai pas référence à Wittgenstein parce que justement, comme j'ai dit, le nom de l'auteur pour moi n'est pas forcément fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le contenu hein, de ce qu'il dit. Donc, je m'inspirais en fait de Wittgenstein, mais sans forcément le citer parce que ma question, c'est pas d'être fidèle à Wittgenstein exactement à ce qu'il dit, c'est plus de donner des choses qui sont utiles pour la pratique, pour votre pratique philosophique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Non, donc voilà, pour le devoir, donc utilisez toujours le forum. Hein. J'étais content que vous ayez bien écrit les choses dans le forum. Si vous pouvez, essayez de vous répondre les uns aux autres. Hein. Vous ne le faites pas tellement. Et quand vous le faites, je trouve ça intéressant, hein, vos échanges. Et puis d'autre part, pour moi, ça fait partie de l'exercice. Voilà. Après, vous êtes libre. Ok, bon, alors je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir, monsieur. Bon après-midi. Au revoir, à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Partager.